Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes évidemment très, très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette traditionnelle réunion annuelle investisseurs. On est évidemment désolé de ne pas avoir pu la faire en présentiel, comme on en a l'habitude. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer que depuis hier, c'était maintenant chose possible. Et par conséquent, nous avons privilégié le webinaire auquel vous avez été habitués l'an dernier déjà. Alors, voilà comment les choses vont se dérouler. Tout d'abord, je voudrais accueillir Fabrice Alouche, Pierre-Édouard Boudot et Yves Gourdin qui nous ont fait la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice. Voilà, donc Fabrice, merci infiniment. Tu es le président de CBRE France. Tu as eu la gentillesse, dès que je t'ai fait cette demande, tu as eu la gentillesse de répondre immédiatement oui, et donc d'accepter de mobiliser tes équipes pour aider nos investisseurs à avoir un avis éclairé sur finalement ce qu'on est en train de vivre depuis un an et sur les conséquences du Covid sur l'immobilier d'entreprise. Alors, comment nous allons procéder? Je vais faire une petite introduction très rapide. Et puis ensuite, Fabrice, Hippolyte, Pierre-Édouard et Yves vous feront une présentation qui va durer de l'ordre d'une demi-heure. Pendant cette présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, vous avez un onglet questions qui est en haut à droite de votre écran. Vous pourrez donc poser toutes les questions que vous souhaitez pendant la présentation qui va vous être faite par CBRE. Et nous allons collecter vos questions, vous les poser par écrit. Et puis, à l'issue de la présentation, eh bien, nous reprendrons, alors on regroupera peut-être par thème, mais en tout cas, on tâchera de répondre à toutes les questions qui auront été posées. Voilà, alors un petit mot d'introduction rapide. Vous le savez, on vous avait réuni aussi par webinaire en janvier dernier. On vous avait donné, à l'occasion de nos vœux investisseurs, des nouvelles sur Roche du Bar et sur vos foncières et vos tours de table. Pour ceux d'entre vous qui n'y avaient pas assisté, la vidéo est toujours en ligne sur notre site internet. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Simplement, je résumerai ce que nous vous avions dit par un seul chiffre. Et ce chiffre, c'est 97%. Alors, 97%, c'est quoi? C'était à la fois le taux d'occupation de nos immeubles, de vos immeubles, au 1er janvier 2021. Et puis, c'était aussi le taux d'encaissement des loyers en 2020. Donc, 97%, finalement, sont des taux qui sont extrêmement proches de ce qu'on faisait les autres années, les années précédentes, hors Covid. Et du coup, on pourrait se dire, mais finalement, le Covid n'existe pas dans l'immobilier d'entreprise, ou en tout cas n'existe pas pour Roche du Bar. Nous allons voir cela avec évidemment Fabrice, Pierre-Édouard et Yves, qui vont pouvoir nous donner une approche à la fois macroéconomique et puis mondiale, européenne et française. Et donc, nous allons prendre de la hauteur avec nos intervenants sur le sujet de l'évolution du monde de l'immobilier d'entreprise dans un contexte sanitaire qui s'améliore. Alors Fabrice, on est ravis de t'accueillir. Je l'ai dit, on est extrêmement reconnaissant que tu aies accepté cette invitation. J'ai noté que CBRE, dont tu diriges la filiale française, est présent dans plus de 100 pays. CBRE compte plus de 100 000 collaborateurs, c'est évidemment considérable. Je rappelle que chez Roche du Bar, nous sommes 10, donc vous imaginez le rapport. Le CBRE réalise 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et 330 millions en France. Toi, Fabrice, tu bénéficies d'une expérience de 40 années dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Ça fait 10 ans que tu diriges CBRE. Et tu es aujourd'hui une figure incontournable de notre marché. Roche du Bar, évidemment, je l'ai dit, en comparaison, c'est microscopique. Ceci étant, on a quand même, en 2021, tu l'as vu, en 2020, tu l'as vu, fait des performances qui sont finalement plutôt convenables, 97% de taux d'occupation, 97% de taux d'encaissement. Alors, la question que je voulais peut-être voir être abordée aujourd'hui, c'est
Finalement, est-ce que Roche-du-Bar est un îlot préservé dans un océan qui est chahuté par le télétravail, par l'e-commerce, par les conséquences économiques à venir du Covid? Évidemment, nos investisseurs se demandent si leurs actifs ont conservé leur valeur ou s'ils ont considérablement décoté. Ils se demandent s'il est encore pertinent d'investir aujourd'hui dans l'immobilier d'entreprise ou si c'est la fin du bureau. Est-ce qu'on va assister avec une cascade de défaillances d'entreprises à un effondrement des loyers et à une flambée inflationniste? Tu vois, bon, les questions sont extrêmement larges. On a hâte, évidemment, de vous entendre tous les trois sur ces sujets. Encore un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Et je te passe donc la parole, Fabrice. D'accord, merci Fabrice. Alors, bonjour à nouveau à tous. Alors, pour répondre à toutes ces questions, il faudrait beaucoup plus qu'une heure. Donc, on va se focuser, mais on va y revenir dessus. Alors, tout d'abord, à mon tour de remercier Fabrice Ferrag et toute l'équipe de Roche-du-Bar pour nous avoir proposé cette intervention. On est ravis de participer à vos côtés et à pouvoir échanger avec vos investisseurs de manière à leur apporter toute la lumière nécessaire aux investissements que vous leur proposez. Je vais mettre un tout petit complément dans la présentation de ces BRE. Si on se concentre un peu plus sur la France, c'est à peu près 1500 personnes réparties sur tout le territoire, sur 40 implantations régionales. Il en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est très important parce que ça a un sens. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes extrêmement proches de tous les marchés et qu'on peut vous apporter notre connaissance courante sur tous ces marchés et vous apporter des compléments d'information. Alors, ce que je voudrais quand même souligner, c'est l'ADN de Roche-du-Bar, parce que c'est pas par hasard si on se retrouve ensemble, parce que avec Fabrice, on se connaît depuis pas très longtemps, on va dire 2-3 ans maintenant. Je veux dire qu'on a basculé du monde professionnel au monde personnel, et c'est ce qu'on apprécie beaucoup chez CBRE, c'est avoir des relations extrêmement proches, extrêmement fortes avec nos collaborateurs, avec nos clients, pardon. Et donc, en fait, cet ADN, ça nous apporte quelque chose parce que ce que j'ai retrouvé chez Fabrice, c'est les grandes valeurs qui sont celles communes chez CBRE qu'on partage. C'est cette notion d'immobilier par la passion. Et je sais que Fabrice est un grand passionné, donc on partage ça ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous guide et nous amène à avoir cette amitié professionnelle et qui va nous amener à travailler davantage. Alors, je reviens un peu sur les plus de CBRE qu'on peut vous apporter. C'est effectivement cette connaissance régionale parce qu'on est un acteur quotidien sur ces 40 agglomérations en région, donc on connaît pertinemment tous les produits. Donc, ça nous permet, à travers cette connaissance, de pouvoir vous apporter, on va dire, les bons conseils, le bon conseil. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut acheter, on est là pour vous dire pourquoi il faut acheter, comment ça se commente, on étaye. On peut vous apporter toutes les études prospectives à travers Pierre-Edouard, qui va prendre la parole dans quelques instants. On peut vous aider à étayer vos décisions au-delà de notre propre conviction. Il y a ensuite toute la partie sourcing, on en parlait avant ce petit webinaire, on a discuté un petit peu ensemble déjà pour parler d'opérations et d'opportunités. Donc, vous voyez déjà qu'on est très actifs et donc on peut avoir à nouveau cette pertinence et vous sourcez beaucoup d'opérations. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on accompagne et on cherche à sécuriser ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'en fait, on argumente et on vient sous-tendre, on vient étayer nos propres convictions pour que vous preniez vos propres décisions. C'est extrêmement important. C'est un partenariat et c'est une collaboration qu'on met en avant. Alors maintenant, je vais passer la parole rapidement à Pierre-Edouard et Yves. Donc, je vais présenter brièvement Pierre-Edouard. Pierre-Edouard travaille à mes côtés depuis quelques années maintenant. Il est donc directeur des études avant tout, mais il s'occupe également d'un point extrêmement important, c'est tout ce qui est stratégie pour le groupe. Donc, il est au quotidien à mes côtés pour travailler sur la stratégie du groupe. Donc, ça, c'est important de le souligner, ça va au-delà de simplement une direction des études. Et Yves, qui est un ancien, on va dire, du marché, il a traversé, on a été dans la même entreprise pour le même moment, mais ça nous a permis de recouper. Yves est directeur donc de tout ce qui est investissement en région. Et il a la responsabilité de déployer donc toutes ces activités sur toutes les agglomérations régionales. Voilà, donc j'en ai fini. Pierre-Edouard, si tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup pour cette introduction, Fabrice et Fabrice. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez surtout à l'écran les différents slides. Sinon, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, ce que je vais essayer de faire sans vous prendre trop de temps, c'est d'abord de vous présenter la conjoncture économique de manière très macro, puis ensuite de planter un peu le décor de l'immobilier mondial, là aussi sur un plan assez macro, et puis Yves rentrera de manière beaucoup plus fine dans les sujets micro et sur les différents marchés français dont Fabrice a parlé à l'instant. Alors, le premier élément de cadrage macroéconomique qui me paraît essentiel, c'est bien sûr le PIB.
Donc, je pense que maintenant, c'est un chiffre qui est connu de tous. C'est le premier chiffre qu'on a sur la gauche. C'est le recul du PIB en 2020 en France, moins 8,2%. Donc, c'est de fait le recul le plus fort enregistré depuis qu'on a une comptabilité nationale en France, depuis 1946. Donc ça, c'est derrière nous et tant mieux. Ce qu'on a devant nous, en revanche, c'est 2 années de rebond fort, 2021 et 2022, avec un rebond qui sera de l'ordre de 5% pour le marché français. Il y a un effet tout à fait mécanique. Souvent, quand on est tombé très bas, on peut rebondir relativement haut, mais tant mieux. Et le point qu'on peut faire, c'est de dire que cette croissance pour 2021 va plutôt se faire sur le deuxième semestre 2021. Si on regarde les autres pays, on se rend compte qu'on a ce phénomène, plus ça a baissé en 2020, mieux ça rebondit en 2021, en 2022, à l'exception de 2 pays, les États-Unis par exemple, où il y a eu une faible baisse finalement, comparé aux autres pays, il y a un rebond assez fort. On le verra qu'il y a un plan budgétaire de soutien et de relance massif qui a été mis en place, plus tard dans les slides. Et la Chine, qui à la fois bénéficie probablement d'une bonne gestion de la crise Covid, et par ailleurs, étant un pays très exportateur, bénéficie un peu en miroir quelque part des différents plans de relance que les pays européens ou les États-Unis mettent en place. Alors tout ça, ça dépend bien sûr de la situation sanitaire et dans la campagne vaccinale. C'est à peu près à ce point-là qu'on en est aujourd'hui. Alors, plusieurs commentaires à faire sur ce slide. Donc là, ce que vous voyez, c'est la progression de la vaccination dans les grands marchés. Donc, j'ai mis les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, qui ont des rythmes un peu différents. Et c'est la première dose. Donc là, par exemple, aux États-Unis, on arrive à peu près aujourd'hui à 70% des Américains qui ont reçu leur première dose. On estime que c'est un seuil qui est en fait, bon, alors là, ça sort de mon domaine, mais qui est un seuil qui pourrait être celui de l'immunité collective. Là, encore une fois, c'est sujet à débat aussi. Ça a été un peu repoussé. Et puis, je pense qu'il faudra aller au-delà de la première dose pour être dans ce seuil d'immunité collective. Mais bon, l'idée, c'est de montrer qu'il y aura des campagnes vaccinales qui sont relativement décalées dans le temps et donc une reprise économique qui sera très corrélée à ça et donc probablement décalée dans le temps avec donc l'Europe et la France plutôt fin d'année, comme je le disais précédemment. Si on regarde, et donc c'est le corollaire, comment le PIB va réagir à ça, donc il a fortement baissé, comment est-ce qu'on le voit en 2021 et 2022 par rapport à son niveau pré-pandémie. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que mi-2021, donc à peu près aujourd'hui, donc c'est les courbes vertes, les États-Unis vont retrouver le même niveau de PIB, donc en milliards de dollars, que celui qu'ils connaissaient en 2019 avant le Covid. Donc, on est clairement dans ce qu'on pourrait dire que les États-Unis sont en train de sortir, en tout cas économiquement parlant, de cette crise Covid. La France, on pourrait regarder l'Allemagne également, mais la France, eu égard à tout ce qu'on a commenté jusque-là, eh bien, en fait, ça va plutôt être 2022, autour du 3e trimestre 2022. Donc, on prend un certain retard sur ce plan-là et qui est donc, encore une fois, très corrélé à l'évolution de la campagne vaccinale. Donc, je vous disais, soutien budgétaire massif des États-Unis, mais en fait de l'ensemble des pays également, si on regarde ça sur une perspective historique et pas simplement regarder d'un pays par rapport à l'autre. On est en moyenne autour de 15% du PIB qui a été mis sur la table en soutien budgétaire pour ces différents pays développés. Donc c'est d'une ampleur inédite comparée par exemple à la crise financière de 2008-2009. Et surtout ce qui fait la différence, et c'est lié à la nature de la crise, c'est que ça a été mis en place immédiatement. C'est-à-dire que la BCE, par exemple, en mars 2020, a été critiquée en fait pour n'avoir agi qu'autour du 20 mars. C'est-à-dire que voilà, on avait pris 3 ou 4 jours de retard sur la Fed et sur les États-Unis. Pour vous dire l'immédiateté, la quasi-instantanéité de la réaction à la fois des gouvernements d'un côté et puis bien sûr des banques centrales sur leur politique monétaire. Donc là, l'élément qui un peu saute aux yeux, il y en a 2 finalement, c'est de dire que les Américains sont allés très loin dans les plans de soutien avec le plan infrastructure de Biden qui est en cours de discussion, en tout cas dans ces éléments de finalisation aux États-Unis en ce moment. Et puis un élément qu'il faut quand même saluer, c'est de dire qu'il y a eu une réponse commune et d'ampleur assez importante de l'Union européenne qui a été capable de mobiliser des fonds dans des proportions importantes pour les différents pays, notamment l'Italie qui sera le premier contributeur, enfin pas le premier contributeur, le premier à bénéficier de ce plan-là. Donc ça, c'est une réponse vraiment historique dans son ampleur et dans son timing. Du coup, ça a permis, en tout cas, là on revient sur la France,
d'éviter un certain nombre de choses, et notamment des éléments très négatifs, que ce soit, alors j'ai pris 2 exemples, on pourra en prendre d'autres, soit le chômage ici, donc en vert foncé, en trait continu, ou les défaillances d'entreprise, donc le trait en pointillé. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur l'ensemble de cette crise, ce qui a été détruit en création de valeur, donc en baisse de PIB par exemple, a été pris à 80% par l'État pour la France, mais donc par les États en général, les 20% restants, grosso modo, par les entreprises. Et en fait, quand on regarde le revenu disponible des ménages, ça a même légèrement augmenté. Donc l'impact, et ça se voit dans le taux de chômage, l'impact pour les ménages a été, à ce stade, encore une fois, on n'est pas sorti complètement, quasi nul, et donc très porté par l'État, et donc, in fine, par bien sûr la dette publique. Donc les défaillances d'entreprise, c'est un point qui est quand même assez paradoxal, hein. On est dans la pire crise, hein, moins 8% de PIB, et pourtant, on n'a jamais connu aussi peu de défaillances d'entreprise en France. Alors, on l'explique assez facilement, hein, d'une part, les tribunaux de commerce qui ont été fermés un certain temps pendant le premier confinement, et puis aussi par donc, les plans de soutien, et le fait que, et ça va changer probablement un jour et plutôt assez rapidement, que l'URSSAF, par exemple, n'appelle pas à la barre du tribunal depuis le début de la crise les entreprises qui seraient en retard sur leur cotisation. Donc, de fait, ça va pas rester, ça va changer. Donc, le nombre de défaillances d'entreprises va remonter. Cela étant, quand on regarde les différents prévisionnistes, donc là, j'ai mis des chiffres de l'RRMS, on ne s'attend pas à ce que le nombre de défaillances d'entreprises, même par exemple par un effet rattrapage, vienne dépasser le niveau moyen qu'on connaît depuis 10 ans, qui est autour, en tout cas en moyenne annuelle, de 60 000 défaillances d'entreprises en France par an. Donc, on a réussi à passer finalement cette crise, à quelque part un peu vitrifier l'économie, puis la réouvrir donc en ce moment, hier, aujourd'hui, demain, de manière assez intacte. Même chose pour le chômage qui, on le voit, avait fortement baissé ces dernières années, descendant à 7-8%. Et puis finalement, le taux de chômage fin 2020 est exactement le même que le taux de chômage fin 2019, devrait légèrement monter. Il y a quelques plans sociaux quand même, hein, il ne faut pas le nier, dans les cartons, enfin, qui sont même en train de se déployer, mais rien de significatif, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant la crise financière ou pendant la crise des dettes souveraines qui a suivi. Alors la question économique sur laquelle je voulais me pencher pour finir sur ce point-là qui agite beaucoup en ce moment tout le monde, hein, et puis notamment les différents experts économiques, c'est celle de la question de l'inflation. Donc, ce que vous avez en vert foncé ici, c'est les indices de prix à la consommation harmonisés. Vous avez, grosso modo, c'est l'inflation, qui, comme vous le voyez, est assez volatile d'une part, et sur la période très récente, hein, depuis le début de l'année, a fortement rebondi. Donc, on se pose la question de savoir si, étant donné que l'objectif principal, enfin le seul mandat que la Banque centrale européenne a est de contenir l'inflation en dessous de 2%, et donc on s'en approche quand même fortement, la Banque centrale ne va pas adopter une politique monétaire moins accommodante pour essayer de juguler ce niveau d'inflation. À très court terme, ça a eu un impact sur les taux. Vous voyez le 10 ans français qui a légèrement remonté. Alors, pas de panique, hein, on était dans des niveaux historiquement bas, en dessous de zéro. Hein. Donc, l'État français s'enrichissait en empruntant. C'est quand même un tout petit peu compliqué à comprendre, je trouve. Donc là, on est repassé très légèrement au-dessus de zéro, mais enfin, ça reste des niveaux très favorables pour se financer, pour financer la dette et le déficit public. Et là où j'aurais eu peut-être un petit peu de difficulté, en tout cas, vous ne m'auriez peut-être pas forcément cru directement sur ce sujet de l'inflation, eh bien l'avantage, c'est que la Banque centrale européenne, enfin le Conseil des gouverneurs s'est réuni aujourd'hui, enfin c'était prévu, et donc vous avez dû voir comment en début d'après-midi, qu'ils ont maintenu dans les lignes telles qu'elles étaient tous les programmes de politique monétaire et notamment le fameux PEP, hein, de rachat d'actifs financiers jusqu'à mars 2022, qui était déjà la date qui avait été définie, 1850 milliards d'euros. Donc, rien ne change et la Banque centrale européenne est allée dans le sens du consensus des économistes sur ce sujet de l'inflation en expliquant que, grosso modo, c'est la réouverture actuelle de l'économie qui fait qu'un certain nombre, notamment d'industries, appellent des matières, appellent de la main-d'œuvre et donc créent des goulots d'étranglement, mais que c'est une inflation qui est relativement court terme et qui devrait donc se stabiliser autour de mémoire, si je retrouve même dans mes notes,
d'1,9% en 2021. Donc ça, c'est les nouvelles projections de la BCE. Donc vous voyez en dessous de 2 et 1,5 en 2022. Donc on devrait revenir vers quelque chose qui est plus proche d'une moyenne historique. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme élément sur la partie économique. Hein. Vous n'hésitez pas à poser des questions ensuite si vous voulez qu'on complète. Et là, maintenant, je voulais avoir un peu cette vue un peu d'hélicoptère, hein, compliqué en quelques slides de résumer le sujet de l'immobilier dans le monde. Mais ça va donner un peu le canevas pour qu'ensuite Yves puisse très finement analyser les différents marchés régionaux français. Donc, ce qu'on voit ici sont les volumes d'investissement en immobilier d'entreprise dans le monde depuis pas mal de temps. Et j'ai voulu remonter jusqu'en 2007 parce que justement, ça montre l'impact que la crise financière a eu sur les volumes immobiliers à travers le monde, donc en 2008 et en 2009. Et ça montre par comparaison que ce qu'on a connu en 2019 et en 2020 n'a pas grand-chose à voir avec cette crise financière de 2008-2009. Il y a un élément qui est très simple à comprendre, qui est celui de la liquidité. En 2008, ce qu'on a, c'est un credit crunch, c'est-à-dire qu'il y a Lehman Brothers qui fait faillite et donc il n'y a plus de crédit ou il y a très peu de crédit pour l'économie en général et donc bien sûr pour l'investissement immobilier. Donc les volumes divisent quasiment par 3 en un an, voire 2 ans. 2020, parce que réaction très rapide, parce que pas une crise financière mais une crise sanitaire, oui, les volumes baissent, mais dans une ampleur moindre. Il y a en effet eu quelques opérations qui ne se sont pas faites, hein, mais dans une ampleur tout à fait mesurée. Et la liquidité est toujours très présente. Et on voit que 2021, en tout cas sur le plan mondial, on anticipe une remontée des volumes d'investissement. Alors, pourquoi l'immobilier plaît tant, j'allais dire? D'abord, il y a un sujet qui est très clair et qu'on peut voir illustré ici, qui est de dire que c'est un actif qui est perçu comme relativement défensif, avec donc une horizon d'investissement relativement longue et des taux de rendement relativement favorables quand on les compare, par exemple, aux bons du Trésor, par exemple, aux obligations d'entreprise sécurisées, hein, au-dessus de triple B-, puisqu'en fait, on le voit ici, au plan mondial, encore une fois, on est entre 4 et 5% de rendement sur ces actifs immobiliers, prime en plus pour ce qui nous concerne là. Je ferai 2 autres commentaires sur ce slide qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est de dire que le commerce et la logistique ont vu leur rendement se croiser. Donc, il y a une défiance qui s'est installée sur un certain commerce. Attention, c'est très protéiforme le commerce, donc sur un certain commerce. Et inversement, il y a un appétit extrêmement fort et qui se renforce post-crise Covid sur la partie logistique qui commence à converger, ça c'est intéressant aussi, avec les bureaux qui, eux, restent très stables malgré ce qu'on peut entendre sur les sujets du télétravail, dont on en reparlera un petit peu après pour voir si ce flux locatif, hein, qui est sous-jacent derrière tout ça est pérenne. Donc là, on l'illustre par la prime de risque immobilière, mais c'est à peu près le même sujet, hein, c'est de dire que la différence entre ce qu'on appelle le taux sans risque, donc les bons du Trésor, grosso modo, qu'on a vu qui était à peu près à 0 pour la France, négatif pour l'Allemagne, légèrement positif, par exemple, aux États-Unis. La différence entre donc l'obligation d'État, le bon du Trésor, et le taux de rendement immobilier n'a jamais été aussi élevé. Donc, on a un coussin, quelque part, de protection qui fait que si jamais les taux sans risque, les bons du Trésor, comme ce qui se passe là très récemment parce que l'inflation commençait à remonter, eh bien, on a cette sécurité qui dit qu'aujourd'hui, l'immobilier rémunère, en tout cas au plan mondial, 350 points de base au-dessus de l'obligation d'État. Et donc, le retour à la moyenne historique permettrait malgré tout de maintenir un taux de rendement prime pour l'immobilier au niveau où il est actuellement. Alors maintenant, je vais vous mettre, j'ai quelques slides, 2-3 slides pour finir, sur le sujet du bureau, sur le sujet du télétravail et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui les utilisateurs de bureaux, hein, donc vraiment les salariés et puis les décideurs aussi, hein, malgré tout les patrons d'entreprise, voient le sujet, sachant qu'on est dans une phase qu'on pourrait qualifier un peu de test and learn, hein, c'est-à-dire qu'on sort à peine, 9 juin, retour au bureau en France, on sort à peine de cette phase de télétravail contraint pour aller vers quelque chose d'un peu plus choisi qui, a priori, se mettra réellement en place plutôt à partir de septembre, en tout cas pour la France. Donc, l'intérêt de regarder ce graphique-là, donc qu'est-ce qu'on a dessus? Donc, c'est le fameux Google Mobility Index qui mesure via les téléphones, bien sûr, la fréquentation d'un tas de choses, dont les lieux de travail, sur une période de temps donnée à travers le monde. Donc, j'ai mis plusieurs choses. J'ai mis des pays
où la gestion de la crise Covid et où de la campagne vaccinale s'est bien passée. L'Australie, par exemple, Hong Kong pour l'Asie et Israël, qui est mis en exemple, bien sûr, sur la campagne vaccinale. Et pour essayer de voir comment est-ce que les gens fréquentent ou pas, retournent ou pas sur leur lieu de travail. Donc, si on prend ces 3 pays, donc c'est le rose pour Israël, le bleu pour Hong Kong et le vert foncé pour l'Australie, on voit qu'on est entre 0 et 5% en dessous, mais donc quasiment au niveau de fréquentation des lieux de travail comparé à ce qu'il était en février 2020, en tout cas pré-Covid. Donc tout ça pour dire que dans ces pays-là, les gens retournent sur leur lieu de travail à peu près dans l'ampleur qui était celle qu'on connaissait auparavant. En ayant bien en tête que, oui, ils ont bien géré la crise Covid ou la campagne vaccinale, mais si vous prenez Israël, par exemple, le taux de vaccination 2 doses dans ce pays est à 60%. Donc, on n'est pas non plus encore à 100% ou à une immunité collective. Si on prend le cas de la France ou des États-Unis, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les États-Unis ont encore un petit peu de mal à décoller, mais donc les chiffres sont arrêtés à fin mai. On n'est pas du tout, bien sûr, dans ce qu'on avait connu dans le confinement de mars, qui était un confinement dur. On est autour de 20% en dessous de la fréquence. Donc, il y a 80% de taux de fréquentation pour les lieux de travail déjà pour ces 2 pays. Donc, on va dans la bonne direction. Ça sera de fait graduel et relativement lent, mais on a des exemples de pays qui nous montrent que normalement, on doit pouvoir revenir à une situation qui prévalait avant la crise. Alors après, je vous ai mis 2 slides un tout petit peu complexes à lire, mais on vous fera suivre la présentation. C'est qu'est-ce que disent les décideurs de grandes entreprises, principalement. Vous voyez là, c'est le secteur financier. On a Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, ce type d'entreprise. Et puis sur le slide d'après, les grandes entreprises de la tech qui, on pourrait imaginer, seraient très favorables au full remote, au télétravail, etc. Et on va le voir en regardant un peu ces différentes citations, qu'il en est rien. En tout cas, que la réalité est beaucoup plus nuancée. Et donc en fait, vous avez à la fois des personnes un peu jusqu'au boutiste, si on prend le CEO de Goldman Sachs, par exemple, qui dit que c'est une aberration finalement le télétravail, et puis des gens un peu plus vers l'hybride, et qui, à mon avis, sont plus dans la vérité de demain, qui, si on regarde un peu les chiffres qui ressortent, disent les gens seront à 60-70% au bureau, il y aura 30% de bureaux de moins, enfin voilà. L'idée, c'est de dire, je pense, quand on fait un peu la synthèse de toutes ces réflexions, et ça serait vrai également pour les Google, Airbnb ou autres de ce monde, c'est de dire qu'on va aller vers un télétravail pour les grandes entreprises et donc souvent dans les grandes métropoles de l'ordre de 1 à 2 jours de télétravail par semaine. C'est ce vers quoi on se dirige, sachant qu'on n'est pas de zéro non plus. Dans ces grandes entreprises, il y avait déjà un télétravail qui était relativement développé. Et donc, c'est important d'avoir en tête que sont dans les grandes entreprises et dans les grandes métropoles, parce que de notre expérience et des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, on se rend compte que plus on descend en taille d'entreprise, plus finalement il y a un coût d'entrée dans une organisation complexe, hybride, que les patrons d'entreprise ne sont pas forcément prêts à prendre. Et plus on descend en taille de métropole, plus on se rend compte qu'en fait, à la fois l'économie financière, qui est un peu le sous-jacent derrière pour motiver l'entreprise, est moins importante parce que de fait, les loyers sont moins élevés. Et que ce qui est un driver très important pour les salariés, qui est le temps de transport, plus la métropole est petite, moins le temps de transport est élevé, donc moins c'est un vrai game changer pour le salarié. Bon, c'est un sujet qui est complexe, comme vous le savez. Je peux essayer de vous le résumer en 2 chiffres et puis avec un petit teaser. Donc, le petit teaser, je le fais tout de suite, c'est qu'on sort une étude sur ce sujet-là lundi, donc 14 juin. Vous trouverez sur notre site et qu'on pourra certainement vous faire parvenir de toute façon. Et je vais vous donner la conclusion chiffrée, mais je pense que le développement est plus intéressant que la conclusion chiffrée. Là, notre conclusion chiffrée, c'est de dire que les besoins en mètres carrés de bureau seront, à l'échelle nationale, 14 à 18% moindres que ce qu'ils étaient avant cette crise Covid, et que ce chiffre, la mise en place de ce chiffre va s'installer parce que bien sûr, il y a une durée de bail à respecter de 5 à 8 ans. Donc en gros, ça va être un impact qui va être très lissé dans le temps et qui n'est pas aussi important que ce qu'on a pu lire sur des approches parfois un peu simplificatrices du sujet.
Voilà, je vois que le temps tourne, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Là, je vais juste faire un petit commentaire sur ce dernier slide chiffré et qui revient sur un thème important qui est la comparaison des crises. Donc, la dernière crise qu'on a connue, vous vous souvenez, c'est la grande crise financière de 2008-2009. Là, c'est la crise Covid en bleu. Et ce qu'on dit, c'est à la fois sur les valeurs locatives et sur les valeurs vénales, l'ampleur, et ça c'est au niveau mondial, de l'impact n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle avait été pendant la crise financière. Les valeurs locatives, c'est relativement clair. L'impact de la crise a avant tout été pris par les États et de façon moindre par les entreprises, donc moins besoin d'économiser finalement sur les loyers. Et les valeurs vénales, c'est dire qu'il y a encore de la liquidité dans le marché, que les produits corps avec une visibilité sur le flux locatif restent prisés avec des taux de rendement qui sont donc très agressif. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Yves, le laisser éventuellement commenter s'il le souhaite ce type de graphique pour les marchés régionaux et puis surtout je vais le laisser prendre la main sur la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions dans ce petit intervalle. Sinon, on laisse Yves Donc, démarrer. normalement, vous m'entendez et vous devez voir aussi le document. Alors, je m'adresse Oui, ils peuvent me répondre. Je vais le mettre en plein écran. Et je vais le mettre en plein écran. Je confirme qu'on le voit, Yves. Super, voilà. Alors oui, Voilà, effectivement. Et maintenant, il est en plein écran. Bon, bah super. Effectivement, un point sur les marchés immobiliers France et surtout régionaux, puisque je sais que c'est un secteur sur lequel vous avez, vous, Rocher du Bar, un gros poids d'investissement. Alors, un premier élément d'information, on va regarder assez rapidement la demande placée, l'offre et les loyers sur la partie locative. On passera après sur l'investissement pur et on fera un focus sur les retail parks et les locaux d'activité, puisque je sais aussi que ça fait partie des outils de diversification de votre groupe. Premier point, donc sur la demande placée en bureau, sur l'ensemble des marchés de région, sur les 7 grandes métropoles en tout cas, il faut avoir à l'esprit que la demande placée a moins souffert qu'en Île-de-France, et ça c'est quand même un élément très fort. Elle est moins volatile qu'en Île-de-France sur le marché des régions. Et un point très important à retenir, c'est la demande qui est restée très soutenue sur les moyennes surfaces. Alors les moyennes surfaces en région, elles vont être considérées entre 700 et 2000 m². Mais sur cette catégorie de surface, on a maintenu un bon niveau de transactions et c'est vraiment sur les volumes de plus grande taille, donc plus de 5000 m², où on a perdu le plus de volume. Donc ça, c'est un premier point à avoir à l'esprit, un marché des régions qui a plutôt bien résisté sur sa demande placée par rapport au marché parisien. Cette traduction elle se voit d'ailleurs dans chaque localité. Hein, si on regarde cette demande placée, alors nous sommes sur un premier trimestre 2021, donc il faut toujours avoir beaucoup de réserves puisque les volumes sont petits et il suffit d'une transaction conséquente pour booster ces volumes. Mais ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, c'est bien sûr l'Île-de-France qui a souffert pas mal puisque c'est 30% de recul par rapport au premier trimestre 2020. Et si on regarde à l'opposé de ça, les marchés de région comme Lyon, qui est le principal marché de région, bah, on a un premier trimestre qui est dans les standards de ce qui s'est fait en début d'année dernière. Donc vous voyez qu'on a des choses assez intéressantes à observer en région et surtout avoir à l'esprit que cette demande soutenue sur les surfaces moyennes a permis de sauver les meubles, si vous me pardonnez l'expression. Sur l'offre immédiate, alors une offre immédiate qui est stable. Point d'importance, la part du neuf qui est faible dans l'offre immédiate puisqu'elle est inférieure à 20%. Et ça, c'est un des éléments, des fondamentaux du marché des régions. C'est que vous avez 40%, voire plus de 40% en moyenne qui se placent dans des produits neufs et vous avez un stock d'offres neuves qui est malheureusement trop faible, qui est inférieur à 20%, avec des poches de rareté sur certains secteurs géographiques. Alors, je ne vous cache pas qu'une ville comme Lyon a rattrapé son retard sur cette demande d'offres neuves, mais elle reste en deçà de l'offre disponible. Autre point fondamental à avoir en tête sur le marché des régions,
les taux de vacances. Alors, les taux de vacances, on le voit là, il est symboliquement en dessous de 5%, mais c'est un seuil très, très important à avoir à l'esprit. Si on le regarde, j'ai changé de slide, en clé de répartition par géographie, on peut constater qu'il n'y a pratiquement pas de marchés qui sont au-dessus des 5%. Et si on regarde en plus au sein de ces marchés les secteurs, certains secteurs de référence, on sait qu'il y a des poches de rareté. Je vais prendre l'exemple de Nantes. Nantes, si vous cherchez 500 mètres carrés sur Euro-Nantes, vous ne trouvez pas. C'est très difficile de trouver 500 mètres carrés à Euro-Nantes. Donc, on peut avoir, si on regarde par segmentation, des vraies poches de rareté. Et c'est plutôt bénéfique dans le contexte actuel, encore une fois. Vous avez là les stocks d'offres. Alors, pas de suroffre sur notre marché, c'est aussi un point à noter, puisque le risque de suroffre forcément est lié à, à une situation économique dégradée. Le seul peut-être point de vigilance, ça va être Toulouse, qui a une demande placée qui a fortement baissé, mais qui est principalement constituée de comptes propres. Alors, les comptes propres, ce qu'on appelle les comptes propres, c'est la demande qui se place par des utilisateurs qui achètent leur immeuble. Donc, cette partie-là, c'est fortement résorbée sur Toulouse. En tout cas, c'est réduite, mais on sait qu'elle reviendra. Et pour le reste des marchés, on a une vraie un vrai bon équilibre entre offre et demande placée. Je prends un exemple tout simple, encore une fois, Lille, 255 000 m² d'offres disponibles, c'est un peu moins que la demande placée annuelle. Donc, quand on reste dans des standards de 1 an ou moins de transformation de l'offre versus la demande placée, on reste sur des choses tout à fait satisfaisantes. Yves, je me permets Oui. d'intervenir parce qu'on a une question. Qu'est-ce que la demande placée, nous demande un investisseur? Ah, pardon. Alors, la demande placée, ce sont simplement des transactions locatives, en l'occurrence en bureau, qui sont répertoriées dans l'année, dans le trimestre, dans le semestre et dans l'année. Donc, une prise à bail. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les prises à bail? Ce sont les prises à bail. Voilà. Oui, exactement. Ce sont les prises à bail. Donc, c'est vraiment faire le rapport entre le volume de prise à bail versus l'offre disponible, le stock d'offres, hein, puisque c'est comme ça qu'on mesure dans n'importe quel marché d'ailleurs une situation de suroffre ou de sous-offre. J'espère que j'ai précisé. Alors, un exercice qu'on a souhaité vous présenter, qui est quand même assez parlant. Vous avez là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais vous avez là une dizaine de villes, hein, même un peu plus, une douzaine de villes en Europe, qui sont, selon nous, de vrais comparables à notre capitale régionale, qui est Lyon. Hein, il faut bien prendre une référence, et c'est Lyon. Lyon, c'est 40% des prises à bail, hein, en région, donc c'est une chose importante à avoir à l'esprit. Mais tous ces marchés-là que vous avez à l'écran, qui ont été qui sont pour nous comparables sur leur volume de demande placée, donc de prise à bail annuelle, sur leur parc immobilier et sur d'autres critères, vous voyez qu'ils ont des taux de vacances bien supérieurs, exception faite de Hambourg, mais bien supérieurs à ce que nous connaissons en région avec nos 5% moins. Donc voilà, investir en région aujourd'hui, c'est aussi s'assurer d'une certaine liquidité locative. Une offre future, alors on a parlé de l'offre existante, vous avez vu qu'elle était à peu près cohérente par rapport à la demande, à la prise au volume de prise à bail. Et l'offre future, c'est un élément aussi très important, puisqu'une offre future trop abondante peut être un risque de présenter un risque de suroffre. On voit qu'elle est même plutôt en retrait par rapport à 2019 et 2020, encore sur cette année. On a une baisse du volume des VFA. Pas nécessairement sur. Alors, pardon, je vais peut-être préciser ce qu'est une VFA. Alors, sur les ventes en état futur d'achèvement, donc sur des ventes d'immeubles qui ne sont pas encore livrés, donc avec un principe que l'investisseur, bien évidemment, dépense les premiers fonds pour le lancement des travaux. Et donc, sur ces opérations en VFA, on a eu un petit levé de pied, une levée de pied sur les gros investisseurs, notamment pour des problématiques de rémunération et de rendement, puisque vous savez que le marché des régions est très fortement couvert par les SCPI, et des SCPI qui doivent distribuer encore aujourd'hui du 4,5-5% de net peuvent pas se permettre de porter trop de projets avec des rentabilités sur les fonds propres qui sont plutôt on l'a vu, hein, avec des OAT à 0,5 ou 1%. Donc ça, c'est un enjeu qui a été majeur, mais c'est plutôt une bonne chose pour le marché puisque ça équilibre un petit peu le risque. Il faut avoir aussi à l'esprit les enjeux politiques, hein. On sait que certaines collectivités, notamment, je vais prendre l'exemple de Lyon, les Verts, ne veulent plus forcément voir beaucoup de bureaux dans le centre-ville. Donc voilà, ça a aussi organisé un phasage de ces livraisons. Les loyers. Alors, les loyers prime. Alors, pour vous clarifier ce qu'est un loyer prime, c'est le loyer le plus cher payé sur un immeuble de bureau en région, enfin sur son marché. Alors, vous avez là, en 2 codes couleurs, le neuf, et dans un autre code couleur, l'état d'usage. Sur certains marchés qui ont pris une très forte maturité, je vais prendre l'exemple de Lyon,
Lyon, Lyon a connu une progression de loyer assez conséquente ces dernières années pour avoir un loyer prime sur du neuf supérieur au loyer sur de l'ancien, dans de l'ancien. C'est pas le cas à Bordeaux, mais je pense que si tout le monde connaît assez bien Bordeaux, si vous avez un actif place de la Comédie, bah oui, vous pouvez le louer 300 € le mètre carré, même s'il n'est pas efficace au niveau de son énergie thermique, de son organisation, parce qu'il y a des utilisateurs pour ce type de produit. À l'opposé de ça, du produit neuf à Bordeaux, c'est sur Euratlantique. Et Euratlantique, c'est pas le quartier, c'est un quartier qui est en développement complet, et on est sur des opérations qui sont en prime à 210 € en loyer maximum. Donc voilà, c'est pour vous expliquer aussi que on est dans une transformation du paysage des loyers, y compris des loyers sur les régions, et avec des poches de croissance qui sont plutôt à l'ouest, au grand ouest de la France, notamment Bordeaux, Bordeaux, Nantes, Lille. Alors oui, Toulouse aussi, puisque le centre-ville de Toulouse connaît des opérations de développement et devrait voir se rejoindre les deux loyers que nous connaissons, donc le neuf et l'état d'usage. Mais Nantes et Bordeaux ont connu des croissances très fortes. Je prends un exemple sur Nantes. Nous avons cédé une opération il y a 2 ans à Nantes au loyer le plus élevé qui se pratiquait sur du neuf, qui était de 190 €. 2 ans après, nous refaisons une vente à 205 €. Vous voyez qu'il y a une progression de loyer quand même qui n'est pas négligeable, en tout cas en proportion. Un petit point sur les volumes investis maintenant. Alors, on a fini la partie locative. Là, on regarde un peu ce qui se passe en investissement. Alors là, ce sont l'ensemble des typologies d'immobilier commercial qui sont présentées. Ce qu'il faut noter, c'est que vous avez 3 grandes familles, hein, le bureau, le retail et la logistique. L'investissement logistique porte une part très importante depuis 3 ans sur l'immobilier, sur les volumes investis en immobilier. Le retail également. Le retail est resté à un niveau assez élevé. On va voir que c'est sur une catégorie de produits qui, comme le disait Pierre-Édouard, qui est différente. En tout cas, il y a des catégories qui souffrent beaucoup. Mais vous avez en tout cas un certain équilibre sur les volumes investis en région sur les différentes typologies. Voilà, ça c'est un point à noter. Pour précision, ce que l'on appelle autres sont des opérations mixtes qui peuvent être constituées à la fois donc d'activités de bureau ou de bureaux de commerce, mais qui rentrent bien dans ces catégories. Un focus sur le marché des bureaux en région, sur les volumes investis. Donc, vous avez là une courbe des volumes investis. Ça suit la tendance qui a été présentée par Pierre-Édouard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu un décrochage catastrophique sur les volumes investis. On a même plutôt une situation qui est cohérente avec, après 2 années, 2018 et 2019, qui ont connu des très, très gros volumes d'investissement, hein. C'est 4 milliards d'euros qui ont été investis en 2019, c'est 2,8 milliards en 2020, mais 2,8 milliards, c'est bien au-dessus de la moyenne décennale. Donc, tout ça, c'est à relativiser. Pas de scénario catastrophe du tout sur les volumes investis. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 100% des investisseurs que nous connaissions auparavant qui continuent à jouer sur ce marché, et on a même de nouveaux entrants. Un point d'analyse également, c'est la courbe rouge que vous avez là, c'est l'évolution des valeurs moyennes. Alors, sur des années fortes, forcément, la valeur moyenne a fortement augmenté. On est toujours entre 10 et 15 millions d'euros, mais il y a une tendance quand même à la croissance. 2010-2011, nous étions vraiment dans les 10 millions d'euros, voire un peu en deçà. Là, aujourd'hui, la valeur moyenne d'une transaction en région bureau, c'est plutôt 13, 14, 15 millions. Donc, c'est pour dire que les gros volumes portent vraiment des valeurs moyennes conséquentes. C'est lié aussi effectivement au profil de candidats. Les CPI se sont équipés pour acheter des actifs plus gros, peut-être moins compliqués à gérer, et ça laisse aussi de l'espace pour Roger Dubar, très clairement, pour travailler sur des secteurs un peu plus efficients. Sur les taux prime, alors les taux de rendement prime, donc ce sont les taux de rendement les plus serrés, donc les immeubles les plus chers, en tout cas ce qui se pratique de plus cher. Il est de 3,50 à Lyon, à mettre en parallèle d'un marché parisien qui est plutôt à 2,60. Vous avez après une certaine logique qui suit en fait les grands marchés, hein. Lille vient en deuxième avec 4,15%. Et puis après, vous êtes entre 4,30 et 4,50. On a mis Strasbourg qui est un petit peu à part, qui ne fait pas partie des 7 grands marchés. Mais là, sur les marchés qui ont plus de 100 000 m² de transactions annuelles en demande placée, on a des taux très, très cohérents et des volumes investis qui ne sont pas forcément à l'écran, mais qui aussi offrent une vraie cohérence. Donc, c'est aussi important de comprendre que le marché des régions est un marché qui est mûr, qui est réfléchi et dont les acteurs font attention sur leur politique et leur stratégie.
Un focus sur les retail parks. Les retail parks, c'est une des 3 catégories des actifs commerce. Je vous les rappelle. Vous avez les centres commerciaux, vous avez les retail parks et vous avez les commerces dits pieds d'immeubles ou pieds d'immeubles centre-ville notamment. Alors, 3 informations à retenir. Il y a beaucoup de choses à lire et vous aurez le document, je pense. Mais la première information, c'est que vous avez 4 fois moins de centres commerciaux aujourd'hui sur le parc français. C'est quand même quelque chose de très, très conséquent. Et à l'opposé de ça, vous avez un parc sur le retail park, enfin sur la thématique de retail park, donc d'immeubles indépendants ou de boîtes commerciales, pour résumer les choses, pour prendre un langage familier. Donc vous avez ce parc qui a triplé en 10 ans. Donc d'un côté, vous avez les centres commerciaux qui ont quand même assez fortement souffert pour venir un peu laisser la place à des parcs de retail park. Avec derrière ça, en fait, c'est ce qui reste, c'est ce que vous voyez également dans la slide, c'est le souhait d'indépendance des locataires. En gros, très clairement, ils souhaitent être dans leur propre outil de travail, indépendant, et surtout un niveau de loyer abordable. Ils ne sont pas soumis à la politique commerciale, je pense, des grandes enseignes. Donc ça, c'est un des éléments très importants. Un taux de rendement prime qui s'établit à 5,25 sur cette typologie de produit. Alors, on vous a mis 3 illustrations d'investissement sur cette catégorie. C'est assez intéressant de voir qu'on trouve du portefeuille de commerce. Ça, c'est assez marquant. Ce qui est moins le cas en bureau, par exemple. Mais en commerce ou en logistique, activité, on peut trouver plus facilement des portefeuilles. Vous avez on peut également noter, si on regarde la 3e opération, le Retail Park à Herblay, que vous avez des développeurs, Altaria Cogedim, qui développent ce type d'opération de retail park et qui les vendent à investisseurs, en l'occurrence à EW Silogère, à des taux de rendement, vous le voyez en Ile-de-France, qui sont quand même très très performants, en tout cas pour les vendeurs. Mais ces taux de rendement sur l'Île-de-France, si on regarde en région, on va être plutôt sur des créneaux sur des fourchettes de taux entre 5,5 et 6,5, voire 7. Donc, une attractivité des régions qui est très forte sur ces retail parks. C'est vraiment important de le noter. C'est un vrai outil de diversification. La logistique, et je terminerai sur, il reste 2 diapositives. La logistique, ou en tout cas les locaux d'activité pour être un peu plus précis, c'est l'actif clé de la logistique du dernier kilomètre. Il y a énormément de changements sur cette thématique, sur cette typologie de produits. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail qui est fait au sein de CBRE pour réfléchir à l'évolution du retail et de la logistique, puisqu'il y a beaucoup de passerelles entre ces deux typologies. Donc, les actifs clés, c'est la logistique du dernier kilomètre, se positionner à proximité des centres-villes. On a également un prime, donc des valeurs qui sont tirées à la hausse par cette logistique urbaine. Donc, de manière assez surprenante, on peut identifier des produits qui peuvent générer de très fortes créations de valeur par leur localisation, et puis un marché d'investissement avec des taux de rendement prime qui sont un peu dans les standards du retail park, donc dans une catégorie de taux de rendement qui est regardé aujourd'hui par des acteurs comme Rocher du Bar, que ce soit en bureau, en locaux d'activité, en retail. On est sur cette catégorie de taux de rendement, et c'est une très bonne chose puisque c'est sur cette catégorie qu'on trouve les produits les plus rentables, en tout cas les plus intéressants. 3 exemples de maintenant, et d'ailleurs pour finir, de locaux d'activité c'était intéressant de mettre pour vous, il nous a semblé, un ensemble mixte bureau-activité, puisqu'on voit de plus en plus des parcs de bureaux, ou en tout cas des parcs mixtes bureau-activité mis au marché, et ils intéressent de plus en plus d'investisseurs. On voit que Atlan Voisin est un acquéreur assez fréquent de cette typologie d'ailleurs. Si on doit noter une dernière chose sur cette slide, c'est un peu ce que je vous disais. Regardez les taux de rendement, on est entre 5,75 et 7,5, donc on est vraiment dans une fourchette de taux où on peut mettre un peu de risque locatif, on peut espérer de la création de valeur, et il y a de très bonnes choses à faire sur ces gabarits de produits, cette typologie de produits. J'ai terminé, je pense. Oui, pardon. Et j'en suis arrivé à la conclusion. J'espère que vous m'entendez toujours. Eh bien, écoute, Yves, on a bu tes paroles. Oh, c'est gentil. Mais oui, vraiment, ainsi que celle de Pierre-Édouard. Merci infiniment à tous les deux pour la clarté de vos propos, à la fois sur le plan macroéconomique pour Pierre-Édouard, et puis sur le plan strictement français pour toi, Yves. Franchement, c'était enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'était très instructif, très clair et très précis. Merci beaucoup, Fabrice.
Alors, on a quelques questions. Alors maintenant, c'est donc le moment de poser vos questions. N'hésitez pas. Je suis assez content parce qu'en fait, on a, figure-toi, un commissaire aux comptes qui est particulièrement attentif à nos investissements et qui, je trouve, est assez pertinent dans les questions qu'il nous pose. Alors, je vais vous donner la première question. Dans le match Paris-Province, c'est notre commissaire aux comptes qui pose la question. Dans le match Paris-Province, constatez-vous un flux important de sociétés voulant déménager leurs bureaux parisiens vers la province? Alors, je rajoute peut-être, avant que vous ne répondiez, qu'il y a aujourd'hui dans les Échos, je vous invite d'ailleurs tous à lire cet article très intéressant, page 12 des Échos, qui s'intitule « Pour des lieux de travail vivables et durables », où on évoque notamment la volonté d'entreprise de créer des tiers-lieux, donc des bureaux déportés finalement. Voilà, Yves, Oui, sans problème, je peux répondre assez directement à ça. Alors, la réponse est peut-être pas si facile que ça. Il n'y a pas un flux important aujourd'hui de sociétés qui se dirigent vers les régions. Ceci étant, on observe quand même un certain nombre de facteurs, et Pierre-Édouard et Fabrice pourront bien sûr compléter, mais on observe un certain nombre de facteurs extrêmement favorables, mais vraiment extrêmement favorables pour les régions. Je vais prendre un exemple. On a à peu près en ce moment entre 8 et 10 recherches d'écoles post-bac sur l'ensemble des régions. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. En gros, les étudiants veulent faire leurs études, veulent arrêter de venir faire leurs études à Paris et faire leurs études dans leur région. On a un certain nombre de... Alors, on avait mené une étude, Pierre-Édouard pourra en parler, mais assez aboutie sur l'impact des régions, en tout cas l'avenir des régions. On sait que certaines régions portent des croissances très fortes. Vous avez aussi également une croissance positive du nombre d'habitants. Mais je crois, Pierre-Édouard, et je vais me permettre d'enchaîner et de te laisser la parole sur ça, oui. On a un seuil qui est... positif en nombre de déplacements de personnes vers les régions, mais pas forcément économiquement, avec un retour économique immédiat. C'était le cas, en tout cas, dans l'analyse il y a 1 an et demi, quoi. Non, enfin, ce qui est vrai, alors ce qui est vrai, c'est qu'en termes d'aire urbaine, ce qui croît le plus vite, c'est les aires urbaines jusqu'à 700 000 habitants. Donc, en fait, les grandes villes de région ont une croissance démographique qui est plus forte que l'Île-de-France. Donc, après, il n'y a pas un flux négatif pour autant, il y a une croissance aussi de l'Île-de-France. Et les flux sortant de l'Île-de-France, c'est beaucoup des flux de retraités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui montent à Paris, beaucoup de retraités qui en sortent. Et entre les deux, en fonction des moments de vie, on peut sortir, bien sûr, pendant sa période active. Après, donc malgré tout, les grandes métropoles régionales ont une croissance plus forte que l'Île-de-France, et ça, c'est quand même assez notable. C'est moins, à l'époque, on a fait cette étude, et il faudrait la refaire dans 2 ans. C'était moins vrai pour les villes moyennes, qu'on qualifie de villes moyennes. Il faudrait voir si la Covid a un impact sur les villes moyennes, en tout cas celles qui sont à proximité immédiate de l'Île-de-France ou de grandes régions. Et après, je pense, et là, Yves, je te repasser avant, on ne va pas faire un mano comme ça. Mais sur la logique, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises, donc de preneurs, qui nous posent la question des régions et qui, du coup, viennent mettre en concurrence aussi les villes régionales les unes par rapport aux autres. Oui, non, mais c'est vrai que c'est le cas. Alors, il y a quand même, encore une fois, le marché des régions connaît vraiment une croissance. On le voit de toute façon. Si vous regardez l'immobilier, c'est vraiment le secteur sur lequel on travaille. Regardez les grands marchés qu'on appelle prime des secteurs de région, donc les marchés les plus recherchés. Ils sont tous, depuis 5 ans, en redéveloppement. Vous n'avez pas un secteur géographique dans les grands marchés de région qui n'est pas en redéveloppement et complet. Vous avez Euratlantique, vous avez même Euralille. Euralille, il y a quand même beaucoup de projets qui se font sur Euralille, alors que c'est un marché quand même très mûr. Vous avez la Part-Dieu, j'ai en tête au moins 4 ou 5 projets de développement en blanc sur la Part-Dieu. Voilà, pour moi, ce sont des indicateurs et tous ces projets-là trouvent preneurs, trouvent des évolutions locatives très favorables, ont des croissances de loyer. Moi, et un dernier élément qui est quand même très fort pour les décideurs immobiliers, c'est que vous avez un rapport entre le loyer et la valeur vénale qui n'est pas négligeable entre les régions. C'est-à-dire que le loyer le plus élevé en région est 3 fois moins important qu'à Paris, mais par contre, en valeur vénale, c'est 4 fois. C'est-à-dire que Paris est 4 fois plus cher. Donc ça, c'est un rapport quand même qui compte dans l'analyse. Et voilà. Merci. Je vais me permettre de rajouter un point sur le sujet parce que c'est assez intéressant. En fait, le premier flux auquel on assiste, ça, on pourrait vous apporter des statistiques là-dessus. C'est un flux de personnes avec une volonté post-Covid d'aller vivre dans une autre situation que la situation dite parisienne ou centre-ville. C'est le point important. Le deuxième point qui s'attache à celui-là, c'est que si on faisait
une analyse des vœux de ces personnes, on s'aperçoit que c'est la bande atlantique qui attire, c'est-à-dire en fait, je vous fais, alors c'est pas Atlantique complet, mais c'est Rennes, Nantes, Angers, Bordeaux qui sont les plus plébiscités par ces personnes. Ce qui apporte une question, c'est est-ce qu'un couple qui se déplace dans ces régions va trouver son emploi? Parce qu'il faut trouver 1, voire 2 emplois. Et là, c'est une des problématiques, c'est que les entreprises bougent, mais elles ne bougent pas au même rythme que la volonté des salariés. Ce que tu disais, tu parlais à l'instant des échos, effectivement, je l'ai lu et merci parce que je l'avais pas, en arrivant au bureau, je l'ai lu. Des cas comme Orange qui déplace 3000 personnes sur une commune, c'est assez rare encore, hein, ce sont des exceptions. En revanche, quand on voit les entreprises comme elles souhaitent travailler post-Covid, on s'aperçoit que c'est beaucoup de flexibilité, que c'est beaucoup la tech qui veut bouger. Et en définitive, c'est pas le bassin d'emploi, voilà, le territoire qui est regardé ou qui est observé par ces gens-là, ça va même au-delà des frontières. Quelque part, quand on voit les plateformes d'intervention des grands groupes, elles sont pas en France, hein, pour la plupart, hein, elles sont à l'étranger. Donc c'est pas un phénomène nouveau, mais il peut s'accentuer. Et je vais vous donner 2 exemples. C'est celui de CVRE purement et simplement. Aujourd'hui, on est, comme je disais, nous, sur à peu près une population de 1000 personnes, on a 4%, donc c'est une quarantaine, qui nous ont résolument demandé à savoir si elles pouvaient bouger. Donc, c'est 4% par rapport à 1000. Donc, ce sont des gens qui… Alors, même les 1000, il faudrait les réduire parce qu'il faudrait que j'enlève les régions. Donc, le bassin, c'est 4% pourrait monter parce qu'on va enlever près d'un tiers. Donc, vous voyez, le 4% pourrait venir plus de 10%. De gens qui se posent la question pour savoir si elles vont vivre à l'extérieur de l'Île-de-France et voir même qu'est-ce que CBRE peut apporter comme solution, comment on peut les aider. Donc, ça, c'est un autre sujet. Pardon ? Non, vas-y, Fabrice. Et le dernier sujet, je vais vous donner une anecdote qui m'a été transmise lundi dernier. J'ai déjeuné avec, on peut le nommer, le secrétaire général de l'EDF. Et il m'a expliqué qu'en fait, l'ensemble de toutes les plateformes d'intervention à l'EDF aujourd'hui vont être supprimées purement et simplement en termes d'immobilier. Et ils ont équipé toutes les personnes en télétravail. Et aujourd'hui, n'importe quel téléperformeur, téléintervenant, je ne sais pas comment on dit, là, les téléopérateurs, les téléopérateurs aujourd'hui pourront intervenir de chez eux. Avantage, mon bureau. Deuxième avantage, une vie plus équilibrée. Et pour autant, ça ne génère pas de problématique de management, puisqu'un téléopérateur est facile à contrôler, pardonnez-moi le mot contrôle pour un salarié, puisqu'en fait, c'est le nombre d'appels, le nombre d'interventions, le nombre de dossiers, donc ça se suit très facilement. Donc voilà le genre de phénomène auquel on peut assister. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette précision. Une autre question au regard de la percée verte aux dernières municipales. Plusieurs grandes villes sont passées sous le giron écologiste. Et on a donc de la part de ces municipalités une politique en matière immobilière qui est assez, je crois qu'on peut dire réservée. Aléatoire. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez un impact sur ces marchés qui sont passés donc aux dernières élections municipales sous le drapeau écologique? Moi, je vais vous faire une réponse très directe. Et c'est Monsieur Delpierre, je crois, qui a fait. Je lis la question en même temps. En fait, pour répondre peut-être à sa question directement sur le parc ancien, est-ce qu'il regagne de la valeur? Bon, je vais commencer par ça. J'ai envie de dire oui. Dans un timing court, à court terme, le parc ancien regagne de la valeur parce qu'il y a de l'attentisme sur des secteurs où il y a de la demande qui ne peut pas se placer, où on attend des produits. Et c'est le cas de Pardieu, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de certains, des villes effectivement que vous avez citées où on a des maires écologiques. Mais à moyen et long terme, c'est pas souhaitable, parce que la réalité, c'est que les grands opérateurs, les quartiers d'affaires notamment, ils se positionnent forcément de manière assez logique à proximité immédiate des gares TGV. Regardez en région, l'ensemble des quartiers d'affaires sont dans les gares TGV qui sont à moins de 2 heures, 2 heures et demie de Paris, exception faite de Marseille. Et encore Marseille, le secteur prime n'est pas à la gare, il est sur Euromed pour des raisons évidentes. Mais voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Donc à court terme, oui, ça peut faire monter les valeurs. À long terme ou même à moyen terme, c'est-à-dire à 2-3 ans, non. Parce qu'on va être en sous-stock d'offres et je ne sais pas comment la demande peut réagir par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien clarifié. Merci beaucoup, oui. En fait, Fabrice, pendant ton intervention, Théo, qui est à côté de moi et qui est le maître du temps,
me disait que nous étions arrivés au terme normalement de notre webinaire puisque nous nous étions fixés 1 heure. Et donc, ce que je propose peut-être, c'est de prendre encore une question et puis de conclure parce que je pense qu'il faut qu'on respecte le timing. On a une question d'un de nos investisseurs qui nous demande, alors elle est pour Roche du Bar, mais vous allez nous aider à répondre. Peut-il être opportun pour Roche et du Bar et ses investisseurs d'aller prospecter l'immobilier à l'étranger? Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, pour Roche, à l'étranger. De prospecter l'immobilier dans d'autres zones géographiques, c'est ça Oui, donc, en fait, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il serait opportun que nous-mêmes, nous proposions à nos investisseurs des investissements en dehors de France? En tout cas, on pourra vous accompagner. Ouais. On est, comme vous le disiez, dans 100 pays. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas ça, en fait, ça va dépendre sur quelle typologie, mais pourquoi pas. Oui, bien sûr. Il faut. Vous seriez pas les premiers entre guillemets. Et je parlais des SCPI, même si c'est pas du tout forcément le même type de société. Ils ont fait ce gap-là parce qu'à un moment donné, quand on grossit, il faut qu'on regarde plus largement, quoi. Donc pourquoi pas. Mais nous sommes encore tout petits. Mais je rajouterais que si vous revenez sur la slide que Yves a commenté tout à l'heure en comparant des villes extérieures à la France, vous pouvez vous apercevoir que les bassins sont à peu près identiques et les loyers à peu près identiques et les taux à peu près identiques. Donc, c'est excessif ce que je dis, mais regardez Barcelone, Milan, Francfort, ce sont des villes qui sont assez proches de fourchette des valeurs. Ce sont des très très grandes villes régionales. Alors, on les compare plus à Lyon qu'à Marseille, par exemple, mais c'est très comparable, très très comparable. Et aujourd'hui, comme le disait Yves à l'instant, on a beaucoup de demandes sur les Nordiques, sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, bien évidemment, qui est un marché très sécure. L'Italie, oui, mais c'est très Milan, très centré sur Milan, même pas Rome. Et puis en Espagne, c'est Madrid-Barcelone. On fait les grandes capitales, en fait. C'est comme si on élargissait le territoire national sur un territoire européen au niveau de la CE, par exemple. On retrouverait. Il y a un marché qui est extrêmement dynamique. Compte tenu de l'heure, je ne vais pas trop s'étaler. C'est celui de la Pologne. La Pologne, aujourd'hui, connaît un boom économique. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, il y a beaucoup d'emplois, il y a de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est des marchés qui se regardent aujourd'hui par les investisseurs. La Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne sont des marchés qui sont extrêmement dynamiques sur lesquels on peut avoir des plus-values marquées. Alors maintenant, il faut apprendre les marchés et il faut avoir une vraie connaissance de fond sur ces marchés. Et je reprendrai ce que dit Pierre-Yves, il faut se faire accompagner et puis bien comprendre. Il y a peut-être juste un dernier sujet là-dessus, c'est sur la diversification de produits. Parce qu'il y a certaines classes d'actifs, produits qui ne sont pas forcément très profondes en France. Et il y a un certain nombre d'investisseurs qui, du coup, franchissent les frontières pour aller chercher justement de l'actif de santé, une certaine logistique, etc., qu'ils n'auraient pas forcément la capacité à sourcer en France, que le marché ne serait pas assez mature, ou de l'étudiant, ce genre de choses. OK. Donc, le champ est encore vaste. Le champ à explorer est encore vaste. Vous avez un bon taux d'occupation. Hein. On en a parlé 3 ou 4 fois, mais Rocher du Bar, quand vous m'avez annoncé 96 ou 97%, je pense que vous pouvez aller prendre un peu de risque. Si je puis me permettre. Oui, mais tu sais, non, mais c'est admirable. Bravo. On est des bons pères de famille. On n'aime pas trop le risque. Bon, écoutez, il me reste vraiment à vous remercier tous les trois. Fabrice, encore une fois, d'avoir répondu oui immédiatement, sans aucune hésitation, d'avoir mobilisé Pierre-Edouard et Yves pour apporter cet éclairage à nos investisseurs. Franchement, c'est encore merci infiniment pour ça. Et je vais peut-être juste essayer de résumer et de vous dire ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai entendu là. Et alors, évidemment, vous me corrigerez si je me suis trompé. Pierre-Edouard, moi, j'ai retenu que l'environnement financier resterait favorable à l'investissement en immobilier d'entreprise, notamment grâce à des taux d'intérêt qui vont rester bas. Et donc à une prime de risque qui je reprends les termes que tu as dit, une prime de risque qui n'a jamais été aussi élevée pour l'immobilier d'entreprise. J'ai retenu 350 points de base entre le taux prime en immobilier et puis l'actif sans risque qui est l'OAT. Au niveau mondial, oui. Donc évidemment… Ce qu'il faut rajouter sur ce point-là, c'est que c'est corrélé à ce que disait Yves Gourdin tout à l'heure concernant le take-up. C'est-à-dire que le take-up est également là parce que c'est bien d'avoir des taux, mais on remplit les immeubles. C'est très important. Les cash flows sont là. Mais il y a de la demande. C'est pas c'est important de le souligner. Ouais.
Et alors, j'ai retenu aussi que, et alors là, je ne fais que paraphraser cet article que j'évoquais, qui est paru aujourd'hui dans les Échos, à la page 12. Hein, vous verrez, si vous le lisez, la pandémie n'aura pas la peau du bureau. Et donc, Pierre-Édouard et Yves, vous nous avez confirmé que la pandémie n'aurait pas la peau du bureau. Le bureau a encore de beaux jours devant lui. C'est une bonne nouvelle pour nous et pour nos investisseurs. Exactement. Même si, évidemment, il y aura une évolution, on a bien compris qu'il va y avoir une évolution, mais le bureau restera un actif tout à fait pertinent pour les années qui viennent. Yves, tu nous as rassuré sur le taux de vacances du marché français, qui est beaucoup plus faible que celui des autres marchés européens. Et puis, tu nous as aussi confirmé la très bonne attractivité du marché des régions. Et donc, notre modèle d'investissement, vous le savez tous les trois, il est exclusivement en région depuis 25 ans. Et sur des actifs de petite et moyenne taille, tu nous as aussi dit, Yves, que eh bien, ce qui a particulièrement souffert depuis un an, ce sont les grandes surfaces, les plus de 5000. Oui. Nous sommes, voilà, il faut bien avoir de la chance de temps en temps, nous sommes exclusivement sur les moyennes et petites surfaces qui sont donc… C'est exactement le cas, Fabrice, tu as très bien traduit mes dires et peut-être, en tout cas, avoir à l'esprit que les régions ont d'excellents fondamentaux, avaient d'excellents fondamentaux avant et vu le contexte, tu n'as pas de raison que ça change. Voilà, merci beaucoup pour encore une fois, merci infiniment à tous les trois. Je voudrais juste maintenant, si vous me le permettez, remercier notre équipe, remercier l'équipe d'acquisition qui est emmenée par Thierry, hein, un personnage haut en couleur. Et qui est, vous le savez tous les trois, toujours extrêmement attentif à la qualité des biens que nous vous proposons. Je veux dire que je suis extrêmement reconnaissant à Thierry de cela. Il a un soin vraiment très particulier à la qualité des immeubles que nous vous proposons. Je veux évidemment saluer le travail de notre équipe de gestion. Je peux vous dire que ce taux de 97%, taux d'occupation, taux d'encaissement, 97% avec le contexte qu'on a connu depuis un an, il ne s'est pas fait tout seul. Il a été le fruit d'un travail, un très gros travail de la part de Nicolas, d'Étienne, de Pronemani, d'Amanda et de Ladislas. Et donc, je veux vraiment leur tirer un grand coup de chapeau pour ces excellents résultats en dépit du contexte qu'on a connu depuis un an. Un grand merci à vous tous de vous être connectés pour ce webinaire. On aurait évidemment, je vous l'ai dit en introduction, préféré vous réunir. On vous promet que la prochaine fois, en tout cas, si Dieu le veut, eh bien, nous serons en physique. Nous vous inviterons tous les trois, hein, Fabrice, Pierre-Édouard et Yves, à revenir l'année prochaine pour trinquer avec nous, parce que d'ordinaire, nos réunions annuelles d'investisseurs se terminent évidemment par un pot de l'amitié, et donc on est, vous avez droit, vous avez bon à une invitation pour un pot à la prochaine. On l'a fait que pour ça, Fabrice, merci. Encore merci infiniment à tous les trois, et à très bientôt pour se revoir et de nouvelles opérations ensemble. Et quant à vous, bien écoutez, on se retrouvera avec grand plaisir. On espère faire une autre opération, peut-être en physique à la rentrée. On verra. En tout cas, merci infiniment à tous. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.